Le message était resté affiché sur mon téléphone comme une gifle en plein visage. Mélina, nous avons décidé de faire un Noël simple cette année. Juste nous et tante Carole. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous avons entendu dire que les choses avaient été difficiles pour toi. On t'aime. Je fixai ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Je les relus une fois, 2 fois, 3 fois, espérant que leur sens changerait d'une manière ou d'une autre. Ma mère, toujours si prudente dans ses formulations, toujours si soucieuse des apparences. Les choses ont été difficiles. Voilà ce qu'elle avait entendu par la machine à ragots du quartier, par ma cousine Audrey qui vivait encore à 2 rues de chez eux, par ce jeu de téléphone déformé qui les avait convaincus que leur fille était fauchée et peinait à joindre les 2 bouts. L'ironie en était presque drôle. Presque. S'ils m'avaient simplement demandé directement. S'ils avaient pris le téléphone au lieu d'écouter des murmures et des histoires rapportées. S'ils s'étaient demandé pourquoi j'avais été trop occupée pour venir les voir dernièrement, travaillant 18 heures par jour, prenant des appels à minuit avec des investisseurs dans différents fuseaux horaires. Je me tenais au milieu du salon de Montpentouse, les baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville scintillante en contrebas, et je me mis à rire. Vraiment rire. Le son rebondit sur le marbre, résonna dans l'espace ouvert qui m'avait coûté plus cher que la maison de mes parents. Un rire amer, tranchant, peut-être un peu déséquilibré. 5 ans. 5 années brutales, épuisantes, magnifiques à construire quelque chose à partir de rien. À commencer dans un débarras reconverti que j'appelais un bureau, à travailler jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que mon dos hurle. À manger des nouilles instantanées pendant des mois en réinvestissant chaque centime dans l'entreprise. À apprendre à présenter, à négocier, à tenir tête dans des salles de conseil pleines d'hommes persuadés que j'étais là pour servir le café. 5 ans de sacrifices, de risques et de nuits blanches à me demander si j'allais y arriver. Et ils pensaient que je galérais. C'était la veille de Noël. J'avais un réfrigérateur rempli de nourriture coûteuse que j'avais prévu d'apporter chez eux, fromage d'importé, viande fine, des choses qui auraient fait s'exclamer ma mère. J'avais des cadeaux emballés dans un papier qui coûtait plus cher à la feuille que ce que je dépensais autrefois pour le déjeuner. J'avais un sapin de 6 mètres dans un coin, décoré par des professionnels parce que j'avais été trop occupée à finaliser un accord qui allait me rapporter 2 millions supplémentaires. Et je n'avais personne avec qui partager tout cela. Je m'approchai de la fenêtre et posai mon front contre la vitre glacée. En bas, la ville bougeait comme un organisme vivant, toute de lumière, de mouvement et de vie qui se déroulait sans moi. Quelque part là-bas, mes parents dressaient sans doute la table pour le lendemain, sortant la belle vaisselle, polissant l'argenterie, soulagés de ne pas avoir à gérer leur fille, en difficulté, et l'éventuel malaise que sa présence aurait pu créer. Ailleurs, d'autres familles se retrouvaient, riaient, étaient ensemble, créaient des souvenirs dont je ne faisais pas partie. La solitude me frappa alors. Vraiment. Comme un poids physique écrasant ma poitrine. J'avais été tellement occupée à prouver que je pouvais réussir, que je n'avais besoin de personne, que j'avais oublié ce que cela faisait d'être nécessaire. D'être désiré. De compter pour quelqu'un au-delà de ce que ma signature pouvait produire sur un contrat. C'est alors que je le vis. Un homme plus âgé, peut-être 60 ans, était assis sur un banc de l'autre côté de la rue, toute sa vie semblant tenir dans 2 sacs poubelles posés à côté de lui. Il portait un manteau qui avait connu de meilleures décennies, sa respiration visible dans l'air glacial comme de petits nuages prouvant qu'il respirait encore, qu'il existait encore. Il ne demandait pas d'argent. Il ne tenait pas de pancarte. Il était simplement là, immobile, regardant les gens passer en hâte avec leurs sacs de courses, leurs projets et leurs destinations. Totalement invisible au tourbillon de Noël autour de lui. Quelque chose se serra dans ma poitrine. L'idée me frappa comme un éclair. J'attrapai mon manteau et sortis avant de pouvoir me raisonner. Le froid me mordit le visage lorsque je traversai la rue. L'homme leva les yeux quand je m'approchai, la méfiance dans le regard, cette expression universelle de quelqu'un qui a été déçu trop souvent, qui s'attend au pire parce que le pire est généralement ce qu'il reçoit. « Bonjour », dis-je, soudain consciente de l'absurdité de ce que j'allais dire. « Je m'appelle Mélina. J'habite dans cet immeuble. » Je pointai Montpentouse, ses lumières chaudes brillant dans le ciel sombre. J'ai beaucoup trop de nourriture pour une seule personne et je me demandais, est-ce que vous aimeriez dîner avec moi demain pour Noël ?
Un vrai repas à table, tout ce qu'il faut. Il me regarda comme si je venais de parler une langue inconnue. Vous êtes sérieuse? Tout à fait. Sans piège, sans condition, sans sermon. Juste un dîner. Franchement, vous me rendriez service. L'alternative, c'est que je mange seul, que je boive trop de vin cher et que je pleure devant des films de Noël. Cela lui arracha un léger sourire, juste un frémissement au coin des lèvres. Richard, dit-il. Je m'appelle Richard. Parfait. Richard, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui aimeraient avoir un repas chaud demain? Des amis, des gens que vous voyez souvent? J'ai une table énorme et ce serait ridicule de la laisser vide. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous le pensez vraiment? Vraiment. Richard connaissait du monde. Au bout de 4 rues, mes pieds gelés dans des bottes pas faites pour marcher longtemps en hiver, nous avions invité 3 autres personnes. Nelan, une femme à peu près de mon âge qui vivait de canapé en canapé depuis qu'elle avait perdu son emploi 6 mois plus tôt, elle avait un master en marketing et n'arrivait toujours pas à saisir sa chance dans cette ville. Andrew, un vétéran aux yeux doux et aux mains légèrement tremblantes lorsqu'il parlait, qui s'excusa 3 fois simplement d'accepter l'invitation, comme s'il prenait quelque chose qu'il ne méritait pas. Carole, à peine 20 ans, sortie du système de famille d'accueil sans aucun point de chute, s'efforçant désespérément de tenir le coup, je pouvais le lire dans chaque ligne tendue de son jeune visage. Nous en trouvâmes 6 autres au fil de la soirée, tandis que Richard me guidait à travers des quartiers de la ville devant lesquels j'étais passé 1000 fois sans vraiment les voir. Chacun me regardait comme si je montais une farce élaborée, comme si le piège allait se révéler à tout moment. Mais il n'y avait pas de piège. Il y avait juste moi, fatigué d'être seul, et eux, fatigués d'être invisibles. Je donnai à chacun mon adresse, leur dis de venir à 6 heures le jour de Noël, de ramener toute personne qu'ils connaissaient ayant besoin d'un repas et d'un endroit où être. Je glissai de l'argent dans la main de Richard pour des taxis si nécessaire, ignorant ses protestations. Je suis allé me coucher ce soir-là porté par une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pas l'adrénaline de la conclusion d'un contrat, ni la satisfaction de voir mon solde bancaire augmenter, ni l'euphorie d'avoir battu un concurrent. Quelque chose de différent. Quelque chose de plus chaleureux, qui s'installait au fond de moi comme un retour à la maison. Quelque chose qui ressemblait étrangement à un but, à un sens, à cette chose que je poursuivais depuis 5 ans sans savoir ce que c'était. Le matin de Noël, je me suis levée tôt et je me suis mise au travail. Je ne suis pas une grande cuisinière, la plupart des soirs, je survis grâce aux plats à emporter entre des visioconférences avec Tokyo et des relectures de contrats, mais je sais suivre des instructions. La dinde est allée au four. J'ai épluché les pommes de terre, les mains crispées par ce travail auquel je n'étais pas habituée. La table de la salle à manger, qui accueillait d'ordinaire mon ordinateur portable et des tasses de café éparpillées, était dressée avec de vraies assiettes, de vrais couverts, de vraies serviettes en tissu que j'avais oublié posséder. J'ai même allumé des bougies, de vraies, qui ont rempli l'espace d'une odeur de cannelle et de pain. À 17h45, la sonnette a retenti. Richard se tenait là, vêtu des mêmes vêtements que la veille, mais il avait clairement fait un effort, son visage était propre, ses cheveux peignés en arrière avec de l'eau probablement glacée. Il me tendit une fleur unique, fanée, aux pétales brunis sur les bords mais dont le cœur conservait une touche de jaune obstiné. Je l'ai trouvée poussant dans une fissure du trottoir, dit-il. Je me suis dit qu'elle méritait d'être quelque part de jolie. J'ai pris cette fleur comme si elle était en or. Comme si c'était le bouquet le plus cher qu'on m'ait jamais offert. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. À 6h30, ils étaient tous là. 10 personnes qui avaient probablement été invisibles pour la plupart de la ville, assises dans mon pantouse comme si elles y avaient leur place. Parce que c'était le cas. Ce soir-là, absolument. Nous avons mangé. Mon Dieu, nous avons mangé. La dinde était un peu sèche et j'avais clairement trop salé la sauce, mais personne ne s'en est plaint. Personne ne semblait même le remarquer. Ils mangeaient comme des gens qui ne se souvenaient plus de leur dernier vrai repas, et je continuais à remplir leurs assiettes jusqu'à ce que Nelan soit obligé de m'arrêter, en riant et en levant les mains en signe de reddition. « Ma belle, je vais exploser », rit-elle. « C'est incroyable. Tout ça. Ce n'est que de la nourriture, dis-je. Non. » Andrew posa sa fourchette, et la pièce devint silencieuse.
Ce n'est pas juste de la nourriture. C'est le fait d'être vu. Tu sais depuis combien de temps personne ne m'a regardé comme si j'étais une personne? Comme si j'avais de la valeur? Quelque chose s'est fissuré en moi. Quelque chose que je maintenais en place à coup de volonté, de détermination et de cette croyance que le succès signifiait ne jamais montrer de faiblesse. J'ai dû m'excuser et aller dans la cuisine, faire semblant de vérifier le dessert pendant que je retenais des larmes brûlantes qui montaient trop vite. Quand je suis revenue, Carole montrait des photos sur son téléphone, sa petite sœur, toujours placée en famille d'accueil, pour qui elle essayait d'économiser afin de l'aider. Sa voix tremblait quand elle parlait de combien elle lui manquait. Richard parlait de sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis 8 ans parce que l'orgueil et l'entêtement avaient construit un mur qu'aucun des deux ne savait comment escalader. Ses yeux étaient humides. Nolan racontait des anecdotes de son ancien travail en entreprise, quand elle en avait encore un, faisant rire tout le monde avec ses imitations de son patron ridicule qu'il avait licencié parce qu'elle était trop vieille, à 35 ans. Ils n'étaient pas simplement des sans-abri. Ils étaient des personnes. Point final. Des personnes avec des histoires, des familles, des rêves, des talents et des blessures. Des personnes à qui la chance, les circonstances, les opportunités n'avaient simplement pas souri. À un moment donné, Audrey, ma cousine Audrey, celle qui vivait près de chez mes parents, est passée dehors. Je l'ai vue s'arrêter net, faire un double regard vers mes fenêtres. Elle a sorti son téléphone. Je l'ai regardée prendre des photos, je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. J'aurais dû fermer les rideaux. Je ne l'ai pas fait. Après le dîner, nous avons joué à des jeux. Des jeux de société ridicules que j'avais achetés des années plus tôt dans un élan d'optimisme et jamais ouverts. Nous avons regardé Maman, j'ai raté l'avion sur mon immense télévision, tout le monde citant les répliques, riant des mêmes blagues qu'ils avaient probablement vues 100 fois. Richard s'est endormi sur mon canapé vers 10 heures, et j'ai posé sur lui un plaid en cachemire, le même pour lequel j'avais hésité longtemps parce qu'il coûtait $800 et me semblait absurdement extravagant. C'étaient les $800 les mieux dépensés de ma vie. Vers minuit, les gens ont commencé à partir. J'ai donné mon numéro à tout le monde, je leur ai fait l'enregistrer dans leur téléphone. J'ai glissé de l'argent dans leurs mains malgré leurs protestations, malgré leurs tentatives de refus. Je leur ai dit de m'appeler s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Andrew fut le dernier à partir. À la porte, il m'a serré fort dans ses bras, et je l'ai senti trembler. « Tu n'as aucune idée de ce que ça représente », murmura-t-il contre mon épaule. Nous tous, on est habitués à être des problèmes. Des fardeaux. Des choses que les gens veulent réparer ou éviter. Tu nous as fait sentir comme des invités. Comme si on valait quelque chose. Après leur départ, je me suis assise dans mon pantouse vide, entourée de vaisselle sale, de papier cadeau et de l'odeur persistante de la dinde et des rires qui semblaient encore flotter dans l'air. Je me sentais plus comblée que je ne l'avais été depuis 5 ans. Plus comblée que n'importe quel contrat. Mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures du matin. Ma mère. Mon père. Mon frère. Audrey. Des amis dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. Des collègues. Des clients. Des numéros que je ne reconnaissais même pas. Apparemment, Audrey avait publié quelque chose. Des photos prises depuis la rue, les fenêtres de mon pantouse illuminées, la table visible, la célébration évidente. Elle avait écrit une légende sur l'esprit de Noël et un ange parmi nous, et tagué tous les médias locaux auxquels elle avait pensé. C'était devenu complètement viral. Des milliers de partages. Des centaines de commentaires. Des gens me qualifiant d'inspirante, d'héroïne. Les médias appelaient. Une chaîne de télévision locale voulait une interview. Quelqu'un avait lancé une cagnotte en ligne à mon nom, ce que je n'avais absolument pas demandé et que j'ai immédiatement reversé à un refuge pour sans-abri. Ma boîte mail débordait de messages d'inconnus. Le message vocal de ma mère était particulièrement intéressant. « Mélina, chérie, nous avons vu ce que tu as fait. C'est merveilleux, ma chérie. Tellement généreux. Écoute, à propos de Noël, il y a manifestement eu un malentendu. Nous ne savions pas, enfin, nous pensions, rappelle-nous. On t'aime. » Sa voix avait cette prudence qu'elle prenait quand elle essayait de sauver la face.
quand elle réalisait qu'elle avait fait une erreur sans parvenir à s'excuser vraiment. Je l'ai supprimé. Celui de mon père était plus simple, il faut qu'on parle. Je l'ai supprimé aussi. À la place, j'ai appelé Richard. Puis Nolan. Puis Andrew, Carole, et tous les autres. Dîner du lendemain de Noël, ai-je dit. Chez moi. Même heure. Et amener toute personne qui a besoin d'un repas. La viralité a ceci de particulier, elle révèle qui sont vraiment les gens. Soudain, tout le monde voulait être associé à cette histoire qui fait du bien. Mes parents se sont présentés à mon immeuble, sans prévenir, avec un panier de fruits et des excuses qui semblaient étrangement répétées. Le portier a appelé pour me prévenir, et j'ai dit que je n'étais pas disponible. Des journalistes campaient dehors. Des inconnus envoyaient des fleurs, des lettres et même des demandes en mariage de la part d'hommes qui voulaient une femme généreuse, mais qui avaient clairement manqué l'essentiel. Ils sont tous complètement passés à côté de l'essentiel. Il ne s'agissait pas de générosité, ni de charité, ni de jouer les saints. Il s'agissait d'en avoir assez de manger seul. Il s'agissait de réaliser que j'avais bâti un empire, mais oublié de construire une vie. Il s'agissait de 10 inconnus qui, en une seule soirée, m'ont montré plus d'authenticité que tout ce que j'avais vécu en 5 ans de dîners d'affaires et d'événements de réseautage où tout le monde portait un masque. J'ai créé une fondation. J'ai engagé Richard comme consultant, il s'est avéré qu'il avait été travailleur social avant que sa vie ne s'effondre, et ses conseils étaient inestimables. Cet homme comprenait les systèmes, comprenait les gens, comprenait ce qui aidait réellement par opposition à ce qui faisait simplement se sentir bien les donateurs. J'ai aidé Nolan à se relever, à revenir sur le marché du travail avec une recommandation qui lui a ouvert des portes. J'ai mis Andrew en contact avec des services pour anciens combattants dont il ignorait l'existence, des services qui auraient dû le trouver depuis des années. Je suis devenue la mentor de Carole, et je l'ai regardé commencer le Community College grâce à une bourse que j'ai discrètement financée. Mon entreprise continuait de grandir, mais ce n'était plus ce qui me définissait. Mes parents ont fini par cesser d'appeler. Je pense qu'ils ont compris que je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leur acceptation tardive. Je pense qu'ils ont réalisé que leur fille était devenue quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient plus, quelqu'un qui avait dépassé la petite vie prudente qu'ils avaient imaginée pour elle. Quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de plus grand que leur définition étroite du succès. Et c'est très bien ainsi. Je leur ai pardonné, à ma manière. Mais je n'ai pas oublié. 1 an plus tard, j'ai organisé un autre dîner de Noël. Mais cette fois, 50 personnes sont venues. Des amis, d'anciens sans-abri, et tous ceux entre les deux, tous mêlés comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Richard découpait la dinde avec l'assurance de quelqu'un qui était à sa place. Nolan a préparé la tarte aux patates douces de sa grand-mère, au point que tout le monde se battait pour en reprendre. Andrew a appris à tout le monde des chansons militaires à boire, totalement inappropriées mais absolument hilarantes, et personne ne s'en est plaint. Je me tenais dans ma cuisine, regardant la fête envahir ma maison, écoutant les rires, les conversations, le bruit de gens vivants, présents, réels, quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Est-ce que c'est la dame qui fait le truc de Noël? Je m'appelle James. Je suis nouveau en ville et je n'ai nulle part où aller demain. J'ai vu l'article de l'an dernier. J'ai souri et j'ai répondu. Viens à 6 heures. Viens avec de l'appétit. Parce que voilà ce qu'il y a avec l'amour, avec les vraies connexions, avec le fait de réellement voir les gens, ça se multiplie. Ça se propage. Ça construit quelque chose de bien meilleur que n'importe quelle entreprise. Ça crée un effet d'onde qui touche des vies dont tu n'auras même jamais connaissance. Mes parents pensaient se protéger de la honte de mon échec. À la place, ils m'ont donné l'élan dont j'avais besoin pour découvrir ce que le succès signifiait vraiment. Pas les chiffres sur mon compte bancaire, ni la superficie de mon pantouse, ni les contrats que je pouvais signer. Mais les personnes autour de ma table. Les vies que je pouvais toucher. La différence que je pouvais faire quand j'ai cessé de me cacher derrière mon empire et que j'ai commencé à vivre dans le monde réel. Le plus drôle? Je ne leur ai jamais parlé de l'entreprise. Je ne leur ai jamais montré les contrats, ni les relevés bancaires, ni les articles de magazines me qualifiant de l'une des jeunes entrepreneuses les plus influentes de la ville.
Je ne leur ai jamais envoyé les articles de Forbes ou de Business Insider, ni les invitations à intervenir lors de conférences. Ils finiront par le découvrir. Ou pas. Quoi qu'il en soit, je serai trop occupé à dresser la table pour les personnes qui comptent vraiment. Parce que ce Noël m'a appris quelque chose de précieux, la meilleure revanche, ce n'est pas le succès. C'est d'être tellement sincèrement heureux qu'on en oublie qu'on était censé tenir les comptes. C'est construire une vie si pleine de sens qu'il n'y a plus de place pour l'amertume. Et j'ai une dinde à faire cuire, des gens à nourrir, et une vie si riche qu'il n'y a plus de place pour les rancunes. C'est ça, le vrai cadeau, je crois. Celui que personne ne peut acheter ni enlever. Celui qui n'apparaît pas sur un bilan financier ni dans un rapport trimestriel. Le cadeau de savoir, enfin, ce que signifie se sentir chez soi.